Jean-Marc Touéry, bonjour. On est ici à la Salvetat Perales, dans le grand hôtel Panissal, où tu vas faire tout à l'heure une conférence gesticulée. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent? Oui, ben écoute, je suis né pas loin d'ici, dans le coin de Rignac. Et c'est avec beaucoup de plaisir que, à l'âge que j'ai pu revenir habiter dans l'Aubrac. Et entre-temps, je me suis baladé un peu partout, notamment à Toulouse. Et puis j'ai découvert aussi le mouvement anarchiste il y a très longtemps. C'est-à-dire, il y a combien de temps? Voilà, pardon. Il y a combien de temps? Wow, quelques décennies, 35 ans. Ok. Finalement, assez tard, vu que tu n'as pas dit ton âge, mais tu as une bonne centaine d'années. Ouais. Donc, oui, j'avais une trentaine d'années, oui. Ok. Bon, donc c'est pas si tard finalement. Oui, il paraît qu'il faut l'être à 20 ans, mais moi j'étais un peu en retard. Ok. Et donc dans l'Aubrac, là, tu habites là-bas depuis longtemps? Tu as pris ta retraite là-bas? J'habite dans l'Aubrac depuis 3 ans avec ma compagne et en fait on a fui la ville parce qu'on n'était plus obligé d'y habiter. Parce que moi j'ai la chance d'avoir une retraite. Et c'est aussi un endroit où on a pu vivre à la campagne, c'est fondamental, retrouver les gestes de la paysannerie, le jardin, les brebis, couper du bois pour se chauffer, faire une multitude de choses simples de ce genre. Et du coup, alors, oui, on voit bien les avantages de la campagne, mais par rapport à la ville, tu sais comment la campagne finalement, tu trouves pas ça un peu mort? La campagne n'est pas morte, loin de là. Par contre, chose que je n'avais pas du tout, ou très très mal anticipé, c'est qu'à la campagne, on peut se retrouver seul avec ses idées, voire seul tout court, même si on n'a pas d'idées. Même si j'avais pris quelques distances avec mes camarades militants anarchistes avant de quitter la grande ville, j'avais peut-être pas saisi à quel point il était difficile, voire inhabituel, d'exprimer des idées politiques lorsqu'on est entouré essentiellement de vaches et de paysans. Alors, j'ai aucun mépris pour les paysans, avec qui j'ai de très bonnes conversations, mais par contre, par exemple, vouloir créer un groupe anarchiste dans l'Aubrac, il faut avoir du courage. Et du coup, tu as essayé d'en créer un? Absolument pas. Okay. Absolument pas, puisque je me suis interrogé sur, quels sont les espaces d'expression qui existent pour parler d'anarchisme, par exemple. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, il faut les créer. C'est comme l'hôtel Panissal. Il n'y a pas de friperie, mais il faut en créer une. Et moi, je connaissais le concept de conférence gesticulée depuis une quinzaine d'années, en pensant que c'était une très bonne idée, un outil de l'éducation populaire qui peut s'avérer extrêmement pertinent. Et donc, une fois que j'ai paré aux urgences dans la petite ferme qu'on a achetée dans l'Aubrac, une fois que la maison a été restaurée, que l'isolation était convenable, que le poil de masse ronflait, j'ai pu commencer à me dire, mais alors mes idées politiques, ça serait ça, la vieillesse, on ne parle plus de ce qui nous tient à cœur. Fuck, il faut continuer à en parler. Et c'est comme ça que j'ai renoncé dans un premier temps à créer un groupe anarchiste dans l'Aubrac. Par contre, j'ai suivi une formation de conférencier gesticulant pour exploiter cet outil de l'éducation populaire, pour non pas avancer masqué, mais rendre plus digeste un discours sur l'anarchisme, des choses comme ça. Et ça, c'était il y a combien de temps que tu l'as créé, cette conférence? Il y a un an, pile.
Et tu en es à peu près à combien de représentations? Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Alors je dirais que le premier semestre 2025, c'était la création de la conférence gesticulée. Puis l'été, là c'est le jardin, et puis s'occuper des légumes. Et puis j'ai attaqué de promouvoir mon outil depuis le mois de septembre. Et je suis allé à Millau, à Montpellier, à Villefranche, à Najac, aujourd'hui la Salvetat. Et je ne te cache pas que je suis surpris par le très bon accueil qu'on fait à mon initiative. Je pense qu'il y a 40 ans, ça aurait été beaucoup plus clivant. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont « Ah, tu parles d'anarchisme, mais ça nous intéresse ». Qui plus est, la conférence gesticulée est un support qui est très très bien accueilli. Ouais. Voilà, les deux mélangés me permettent d'exprimer, de continuer à exprimer les idées qui me tiennent à cœur. Et pourquoi vouloir exprimer ces idées-là finalement? Est-ce que c'est pour... tu parlais d'éducation populaire, est-ce que c'est pour changer les choses? Enfin, quelle est ton idée derrière tout ça? Pourquoi parler? Pourquoi se taire? D'autres ne se privent pas de parler de leurs projets. Les fascistes ne se privent pas de parler de leurs projets de société. Alors Trump il parle, Macron il parle, tous ces gens-là ils parlent, et puis ils ont des milliardaires, des télés, des radios, tout un tas de trucs derrière eux, des outils puissants pour qu'ils utilisent comme porte-voix. Moi, petit paysan de l'Aubrac, je fais ce que je peux, voilà. Oui, mais justement, tu te sens pas un peu petit, et tu n'as pas l'impression que ce soit un petit peu dérisoire finalement, de faire ça par rapport aux moyens de Bolloré ou ce terrain ou autre? Je ne pense pas du tout que ce soit dérisoire. Ouais. Bien au contraire, ce qui serait tragique, c'est de commencer à penser que le temps est venu de se taire et d'accepter le monde tel qu'il est. Personnellement, non, je ne vois pas les choses comme ça. Et tu disais tout à l'heure que ta conférence est plutôt bien accueillie, tu es presque un peu surpris, parce que c'est vrai que il y a encore une connotation un peu négative dans l'anarchisme, quoi. Et donc les gens qui viennent te voir, finalement, eux, ils ont une vision plutôt bienveillante et plutôt positive de l'anarchisme, où ils viennent découvrir. Enfin, c'est un peu... Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'outil conférence gesticulée était censé me permettre de sortir de l'entre-soi et d'exprimer mes idées à un public qui pourrait en être très éloigné ou très ignorant, ce qui n'est pas comme éloigné. Et alors aujourd'hui, je dois reconnaître que les personnes, enfin les organisations que je contacte, les lieux que je contacte pour présenter ma conférence gesticulée, sont des lieux bienveillants vis-à-vis de mon initiative. Des lieux qui sont, ces gens-là ne se disent pas anarchistes, mais certainement qu'ils sont anti-autoritaires, qu'ils sont pour l'autogestion des lieux qu'ils créent, qu'ils sont des anti-autoritaires, qui sont, voilà. Mais est-ce que du coup, c'est pas parce que toi aussi, tu contactes plutôt ces lieux-là? Est-ce que tu as contacté des lieux, je sais pas moi, il y a des conférences de management, je ne sais quoi. Est-ce que tu as cherché à... Je ne vais pas contacter des personnes qui vont me chier dans les bottes, c'est pas l'objectif, c'est plutôt élargir le cercle des... il y a le noyau des gens organisés, des gens très conscientisés, et puis il y a des cercles concentriques. Si on va trop loin, c'est clair qu'on parle dans le vide, et si on va trop près, c'est vrai qu'on va se chamailler sur le tour de taille de Bakounine. Ça, c'est pas très important. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Aller voir des gens qui sont prêts à écouter ce qu'on dit, mais aussi apporter quelque chose. Et je pense aux facs, par exemple, enfin aux facs ou aux écoles. Je pense à l'ESSEC ou à Polytechnique, parce que c'est les plus connus, on va dire, qui font venir, évidemment, des gens qui sont plutôt dans le business, on va dire, mais qui font venir aussi des gens assez à gauche. Alors, peut-être pas des anarchistes, mais alors ça fait un petit moment déjà, mais je crois que, par exemple, Frédéric Lordon, je ne sais pas si tu vois qui c'est, il avait été invité à l'ESSEC, par exemple, quoi. Et alors, sans parler de monter à Paris, mais tu pourrais très bien peut-être...
faire envisager ça dans des écoles à Toulouse, à Montpellier Alors, franchement, beaucoup d'anarchistes organisés, de gens qui connaissent sur le bout des doigts l'histoire de l'anarchisme, peuvent très bien répondre à des demandes d'écoles prestigieuses de la grande ville. Moi, je suis pour les circuits courts. Okay. Et je dirais, venir ici, je suis à 100 km de chez moi, ça va, je peux le faire. Je ne veux pas aller guère plus loin. Je préfère, par exemple, m'intéresser aux raisons pour lesquelles une association d'Espalion n'a pas souhaité m'accueillir pour le moment, parce qu'elle ne voudrait pas avoir des ennuis avec la mairie. Oh. Et justement, moi, je ne veux pas leur créer des ennuis avec la mairie. Mais je ne vais pas non plus me taire, fermer ma gueule, je ne vais pas dire ce que je ne suis pas. Et puis quand je parle d'anarchisme, je ne suis pas en train de dire des choses qui sont inentendables. Voilà. On va voir, ouais. Mais, parce que la mairie d'Espalion, elle est de droite pour caricaturer, ou d'extrême droite, ou même pas? La mairie d'Espalion est de droite, comme à peu près toutes les mairies du Nord-Aveyron. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas que la mairie ait refusé quoi que ce soit me concernant. Le problème, c'est que des personnes qui me sont proches d'un point de vue des idées ne sont pas prêts à assumer d'inviter quelqu'un qui va parler d'anarchisme. Mais pourquoi? Au contraire, il faut ruer dans les brancards, on verra bien. Et puis, moi, je peux très bien aller voir le maire d'Espalion en lui expliquant il n'y a pas de problème, on ne veut pas mettre le feu au bâtiment dans lequel je vais présenter ma conférence gesticulée. La question n'est absolument pas là. Oui, c'est pas. A priori, ta conférence, c'est pas un rassemblement de Black Bloc, quoi. C'est juste une conférence, quoi. C'est juste c'est un témoignage. Quand on dit juste, c'est pas dévalorisant. Oui, non, c'est un témoignage où, quand je dis mon itinéraire vers l'anarchie, c'est parce qu'il s'agit bel et bien d'un itinéraire, et que lorsque je me suis retrouvé retraité, quand on est retraité, on peut avoir le sentiment de ne plus servir à rien. Ça y est, c'est fini, maintenant on va me filer une pension jusqu'à ce que je crève, et le plus tôt sera le mieux pour éviter les déficits. Non, ça c'est embêtant, ça. Donc il faut se bouger, lutter contre ça. Et justement, dans ton itinéraire vers l'anarchisme, on a un peu l'impression, en écoutant ta conférence, que c'est presque lié au hasard de rencontre, quoi. C'est la réalité ou c'est autre chose? La vie est toujours faite de rencontres. Et ces rencontres sont souvent du hasard. Par contre, lorsque je rencontre les anarchistes, je me sens comme un fruit mûr. Il n'y avait plus qu'à me cueillir. Parce que la société que je voyais évoluer, elle ne me plaisait pas. Avant d'être anarchiste, j'étais antimilitariste. Avant d'être anarchiste, j'étais contre l'autoritarisme. Mais je n'avais pas forcément les mots que j'ai aujourd'hui pour l'exprimer. Mais ce qui est sûr, c'est que avant d'intégrer un groupe qui se qualifie d'anarchiste, je n'étais pas fasciste, je n'étais pas communiste non plus. Je détestais l'autorité sous toutes ses formes. Tu aurais pu être socialiste ou, je sais pas, écologiste ou... J'étais un brin socialiste, puisqu'en 81, j'ai voté pour Tonton. comme beaucoup de gens de l'époque. Une belle leçon. Oui, tu en parles dans ta conférence. Ouais. Et justement, dans ta conférence, tu cites donc 5 systèmes d'oppression, hein, patriarcat, capitalisme, racisme, religion, État. Et tu dis qu'ils ont un point commun, l'autorité. Et aujourd'hui, alors on parle d'un prétendu ou réel besoin d'autorité dans la société, soi-disant. Il y aurait ce besoin-là, incarné par exemple comme par un Retailleau ou des gens comme ça. Comment tu analyses ça? Comment tu interprètes ça, quoi? Alors je pense que dans les discours des hommes politiques qui dominent la scène, qui veulent conserver leur poste,
ces gens-là sont souvent en prise avec des angoisses, des frayeurs. Ils ont peur que le système leur échappe. Ils ont peur de ne pas être reconduits dans leur poste. Et donc, ils vont s'exprimer sur tout un tas de trucs. Et notamment, c'est ça qu'on appelle un peu le populisme. Ils vont essayer de travailler la corde sensible des gens. C'est vrai que si on dit aux gens, oh là là, que de violence, il faut remettre des flics partout. Ah mais oui, alors effectivement, d'une oreille distraite, on pourrait penser que c'est une excellente idée. Mais on peut gratter un peu derrière et puis s'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de trucs beaucoup plus intéressants à faire. Quoi. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui grattent, quoi. Oui, mais le monde change. Par exemple, moi j'étais, la première fois que je suis venu à la salle de Tapeirales, ça devait être en 1978, pour un match de foot. Okay. Dans la salle de Tapeirales, il n'y avait pas l'hôtel Panisal. Enfin, peut-être qu'il y était, mais c'était un hôtel et ce n'était pas un lieu autogéré comme il l'est aujourd'hui. À Najac, il n'y avait pas l'horloge. Et à Villefranche, il n'y avait pas les haut-parleurs. Et nulle part, dans les petites villes et villages de l'Aveyron, il n'y avait des lieux tels qu'on les rencontre aujourd'hui. Le Langouillereau à Boutrens, le Négral à Firmy, il y en a plein. Et ces gens, eh bien c'est des compagnons, c'est des personnes avec qui on est d'accord sur une multitude de choses. S'entraider, partager, lutter contre l'autoritarisme de la société, proposer, montrer qu'on peut faire différemment et proposer à la société de commencer à réfléchir un petit peu sérieusement sur comment éviter le désastre. Ce changement que tu évoques et ces lieux que tu cites, ils sont bien réels, mais moi je le vois plutôt comme quelque chose qui est importé finalement. C'est pas les lieux en question qui changent d'eux-mêmes à l'intérieur, mais c'est une population, ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui vont, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a quand même, c'est souvent lié à une population, enfin, moi j'ai l'impression que c'est souvent lié à une population nouvelle qui arrive. Est-ce que c'est une impression que tu partages ou pas? Absolument. Aujourd'hui, la salle de Tapeirales, les paysans du coin, ils ne seront certainement pas à la conférence gesticulée. D'abord, à 18h, ils sont en train de traire les vaches. Peut-être que ce n'est pas l'heure pour faire une conférence gesticulée pour eux. Mais de toute façon, oui, il y a des néo-ruraux. Mais moi, je suis un néo-rural. Mais je suis aussi un travailleur émigré. Si je suis parti à vivre à la ville, c'est parce que j'avais rien à foutre à la campagne. Enfin, c'était comme ça que je le ressentais. C'est puis aussi à 20 ans, on a envie d'aller à Paris, à Toulouse. On ne se contente pas d'aller à rue Pérouse ou Prévinquière. Voilà. Mais il y a un temps pour tout. Mais les gens qui créent ces lieux, comme à Marcillac, etc., il y a une ambiance. Et cette ambiance, c'est pas forcément des néo-ruraux, dans le sens où ce ne sont pas des gens qui ont passé la vie ailleurs et qui arrivent au moment de leur retraite, comme moi je le fais. Ce sont des gens qui décident, qui sont en rupture avec ce que propose la ville, le salariat, les boulots de merde, la précarité, les loyers chers, etc. Et qui trouvent à la campagne les moyens de mener une vie meilleure et aussi de militer pour proposer de faire évoluer les mentalités. Voilà une conférence sur le féminisme à Pruine. Eh bien ça, tu risques pas de le voir en 1980. Tu peux le voir en 2025. Toujours sur l'autorité, je me suis demandé si tu t'es déjà questionné, comme certains anarchistes, sur les éventuels ressorts psychanalytiques de ton rapport à l'autorité. Tu as vu ma conférence? Oui. Eh bien, tu les as pas vus. Quoi? Les ressorts psychanalytiques. En fait, c'est, si tu veux, l'autorité. Enfin, peut-être qu'il y a deux façons de réagir à l'autorité. C'est rendre coup pour coup, c'est-à-dire répondre à la violence par la violence.
Mais au bout d'un moment, c'est intenable. Et donc, on peut changer de stratégie. Dire, voilà, c'est un peu on peut le rapprocher du refus de parvenir d'Hannah Arendt. C'est à un moment, non, je ne veux pas devenir, puisque le président de la République m'emmerde, je ne veux pas devenir le président de la République à sa place. Non, je veux m'interroger sur l'utilité d'avoir un poste comme celui-là et sur les nouvelles propositions d'organisation qu'on peut faire. J'enlève le mot nouvelle parce que ces propositions d'organisation, elles ont des siècles. Ouais. Alors justement, tu me fais la transition avec la partie suivante. Je voulais un petit peu que tu nous parles de quelques, je ne sais pas si le terme est approprié, outils de l'anarchisme. Et par exemple, tout ce qui est autour du mandat, le mandat par exemple impératif, le mandat révocable. Est-ce que tu peux nous présenter ça un petit peu en quelques mots, enfin, dans deux mots quand il faut. Je dirais que, à force d'y réfléchir, je m'aperçois que l'anarchisme est quelque chose de simple, mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de pratique. Je le comparerai au marxisme. Le marxisme est une affaire d'intellectuel, et la dictature du prolétariat est une vision intellectuelle de l'organisation de la société. On sait à quoi elle mène, et lorsque ce sont des bureaucrates qui se préoccupent de savoir comment on va semer le blé, eh bien, ce sont des famines qui s'en suivent. L'anarchisme, c'est pas ça. L'anarchisme, c'est l'autogestion, et ce sont les paysans qui vont s'occuper de semer le blé, de le récolter, et ça marche beaucoup mieux. Et on ne met pas d'idéologie dans tous les gestes du quotidien. Au contraire, on va y mettre juste du bon sens et de la liberté. C'est-à-dire que les gens qui savent jardiner, on ne peut pas aller les emmerder, on va leur dire jardinez pour nous, apprenez-nous à jardiner, aidons-nous à jardiner, mais surtout, n'allons pas planter un putain de technocrate ou de bureaucrate derrière tous ces gens qui travaillent. Et ça, je ne sais plus quelle était ta question, mais c'est la... Là c'était une question un peu plus précise, c'était sur la question du mandat dans l'anarchisme, c'est quand même dans l'organisation, c'est quand même quelque chose qui me paraît important. Alors, oui. Le mandat impératif, le mandat révocable, est-ce que tu peux nous... Absolument. Nous expliquer ça? On peut regarder ce que raconte Gaston Leval dans son bouquin Espagne libertaire, et on voit en Espagne en 1936 comment les gens s'organisent. Et ce système de mandat impératif, il est omniprésent. On ne va pas demander aux gens de faire des choses extrêmement compliquées et de décider de par eux-mêmes de comment ils vont les réaliser. On va au contraire s'organiser à la base, dire toi tu fais ça, moi je ne sais pas le faire mais je vais faire autre chose. Et puis de toute façon, on se réunit régulièrement, on discute. Aujourd'hui on dirait on fait une AG. Voilà. Et en Espagne, en 1936, dans tous les petits villages, comme à la salle de Tapé à l'Est, eh bien, à la mairie, on se réunissait tous les samedis après-midi et on discutait de ce qui s'était passé dans la semaine. Est-ce qu'on a réussi à labourer là, tous ces champs parce qu'il faudrait penser à semer le blé bientôt? Et comme ça, en Espagne, où l'expérience anarchiste a été la plus aboutie, eh bien, on n'a jamais entendu parler de famine. Alors que Mao, lorsqu'il s'occupe de décider que les labours ne sont jamais assez profonds, eh bien, il crée une famine. Et par contre, voilà, c'est tout le problème pour nous, l'autogestion, c'est ce qui détermine le mode d'organisation souhaitable. C'est certainement pas le secrétaire du parti qui va expliquer aux laboureurs comment il faut labourer. Et alors du coup, quand il faut quelqu'un qui va porter la parole du groupe, quand le groupe se réunit, il y a une AG, et donc là, on va dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, aller faire telle ou telle chose. Et donc c'est là que le mandat intervient, donc c'est bien d'après ce que j'ai compris, quoi. Oui, mais alors, bien sûr, tu veux me faire parler du mandat impératif. Oui, si tu penses que c'est pas intéressant, on peut passer. Hein. Moi, ça me paraissait intéressant. Je suis d'accord avec ça, mais je reprends cet exemple concret en Espagne, où plus qu'un mandat, on demandait à un groupe de personnes s'ils étaient d'accord pour réaliser tel ou tel travaux importants pour la communauté. Et ils rendaient compte, mais rendre des comptes, c'était vite vu, parce que
Si on voit que le blé n'a pas été semé, eh bien, il n'y a pas besoin d'un grand compte rendu à 5 exemplaires. Tout le monde va se préoccuper des raisons pour lesquelles les choses ne se font pas comme prévu, parce que la sécurité de la population en dépend. Et du coup, la révocabilité du mandat, donc le mandat révocable, c'est quoi? Alors là, on peut, plus délicat de prendre des exemples précis, mais c'est vrai que quand quelqu'un ne fait pas son boulot, mais c'est vrai qu'en Espagne, c'est beaucoup comme ça que ça se passait, quand quelqu'un ne fait pas son boulot, soit parce qu'il ne veut pas le faire, soit parce que de toute évidence, il n'en est pas capable, eh bien, il n'a plus le mandat, il passe le mandat à quelqu'un de plus. Et par extension, on pourrait dire que quelqu'un qui a un mandat important, eh bien, le mandat va devoir tourner. Quelqu'un qui serait, je ne sais pas, le porte-parole de la communauté, eh bien, il ne va pas être le porte-parole de la communauté pendant 35 ans, comme on peut voir le maire d'un village de l'Aveyron, qui est maire pendant 40 ans, et qui ensuite, c'est son fils qui sera maire, puis son petit-fils. Et non, ça c'est le mandat révocable et le mandat tournant. C'est quelque chose qui évite les prises de position dominantes et l'autoritarisme. Et dans ta conférence gesticulée, tu parles aussi de majorité qualifiée que tu opposes un petit peu à l'unanimité. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors déjà, parce qu'il y a la majorité qualifiée par rapport à la majorité simple qu'on connaît tous quoi, dans notre fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Et puis donc il y a la majorité qualifiée, et puis après il y a l'unanimité ou peut-être le consensus, je ne sais pas si c'est pareil ou pas. Mais... C'est pareil. Alors on parle de la majorité absolue, qui est la majorité maigrichonne, c'est la moitié plus 1. Alors c'est quelque chose de pas très satisfaisant, mais au moins ça paraît simple, parce que on ne discute pas 49 d'un côté, 50 de l'autre, mais c'est les 50 qui doivent écraser les 49. Ça paraît clair, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça que se passe la majorité absolue. Après, à la Fédération anarchiste, j'ai connu l'unanimité. L'unanimité, ça met la barre très très haut. La décision ne sera pas prise tant que tout le monde ne sera pas d'accord, et éventuellement, on va mettre en place un système d'abstention amicale. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour ne pas bloquer, je m'abstiens. Bon, ça marche bien, mais c'est très exigeant, l'unanimité. Il faut discuter beaucoup. Très consommateur et en temps, j'imagine. Voilà. On arrive quand même à prendre des décisions, malgré tout. On arrive à prendre des décisions, mais s'il y a un connard qui s'est infiltré dans le groupe, il peut pourrir l'ambiance. Et ça, c'est pas bon. Oui, parce qu'une seule personne peut te bloquer, du coup. C'est ça. Et donc, la majorité qualifiée, ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que, alors, on met la barre à la coordination des groupes anarchistes. Dans nos décisions, on mettait la barre à 75%. Par exemple, si on est 4, il faut que 3 soient d'accord sur 4. Et ça ne peut s'obtenir qu'au travers d'une négociation, d'une discussion. Des gens parlent de consensus. On doit décider de faire un truc, et bien on va en discuter, et puis une fois que tout le monde s'est exprimé, on passe au vote, et le vote, il doit, si on a bien discuté, puis si on a aménagé la décision, si tout le monde voit clair dans ce qui va être fait, alors la majorité, elle doit être importante. Et 75%, ça nous paraît qualifié en tant que majorité. S'il fallait que 75% des Français adultes soient d'accord, je ne sais pas, pour élire un président, ben, aucun n'aurait jamais été élu. Et alors, on ferait quoi? On déboulonnerait le trône et on passerait à autre chose. Ça ne serait pas idiot comme idée. Par rapport au temps passé, là tout à l'heure tu disais que donc, tu citais l'exemple de l'Espagne où ils se réunissaient tous les samedis après-midi. Et du coup, cette organisation-là, cette prise de décision collective, c'est très consommateur de temps et d'énergie, quoi. Et donc, on a un peu l'impression aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, moi c'est l'impression que j'ai, que les gens ont de moins en moins envie de passer des temps en réunion, les AG interminables, etc. Et donc,
est-ce que ça, c'est pas un frein très important à la mise en place de l'anarchisme et finalement à la prise de décision collective, quoi. Déjà au niveau local, on ne parle même pas du niveau national. Les gens se font téter les yeux par la télé, parce que si on demandait aux gens, mais combien de temps tu passes par semaine à regarder la télé ou à caresser ton petit carré de verre là, qu'on appelle les stupid phones, ça bouffe un temps incroyable, alors que des réunions comme ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à la salle de table. On fait un repas partagé à l'issue de la conférence gesticulée. Ça veut dire qu'on n'est pas là, en train de faire quelque chose d'ultra chiant. Au contraire, on va rigoler ensemble. Mais on va rigoler, mais il y a aussi un temps imparti à parler de choses sérieuses. Mais c'est comme ça qu'on vivait dans les campagnes il y a un demi-siècle. On faisait des réunions pour discuter d'un truc, et puis après on faisait un grand repas. Moi quand j'étais petit, on dépouillait le maïs, on attaquait à 6h du soir, on en avait jusqu'à minuit, c'était épuisant, et à minuit il y avait un grand banquet. Et bien c'était l'entraide, l'autogestion et la convivialité réunies. Mais comme tu l'as dit, il n'y avait pas la télé. Et aujourd'hui, il y a la télé. Ouais, il faut cramer les télés. Oui. Ok. Je voulais qu'on parle un petit peu d'élections. Je ne sais pas si tu as envie de dire, question ouverte, est-ce que tu as envie de parler des élections ou pas, ou sinon après j'ai des questions plus précises. Mais... Les élections, c'est certainement les élections politiques, parce que voter pour prendre une décision, ce n'est pas un problème, mais les élections politiques, le vote politique, c'est certainement un outil extrêmement bien choisi pour diviser les gens. On demande jamais aux gens s'ils pensent que ça serait opportun de goudronner la route qui va de la salle de table Péralès jusqu'à Bourgnenac. Non, c'est pas ça qu'on leur demande, parce que là, on leur demanderait de faire appel un peu à leur bon sens et de dire oui, ça serait peut-être pas con de faire ça plutôt que de rénover la mairie ou. Non, c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande s'ils pensent que ça serait bien que faire un tel député qui serait plutôt qui dit telle chose pourrait remplacer tel autre député qui dit pas exactement la même chose. Et donc on se dit que voilà, ça occupe l'espace médiatique, et au lieu de parler de choses importantes, on parle de qui aura l'honneur d'être maire, député, ministre et compagnie. Non, les ministres ne sont pas élus. Bon, ceci dit, là, tu caricatures un petit peu, parce que je suis d'accord sur la personnalisation de la vie politique, mais il y a quand même, typiquement aux législatives, on vote aussi pour des programmes, et d'ailleurs on vote presque plus pour les programmes, éventuellement pour un parti, que pour un député lambda, quoi. Ouais, mais non, je pense que les programmes, c'est pas important. Mais après, c'est pas les députés qui prennent les décisions, c'est les ministres, eux, ils sont pas élus, par contre. Ouais. Et les députés, enfin, on voit bien le bordel actuel, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui marche bien, quoi. En plus, là, ils sont en train de s'étriper pour le budget de la Sécu. Ils ont piqué le budget de la Sécu. La Sécu, c'est un truc qui marchait sans les députés, qui a marché pendant des décennies sans les députés. La Sécu, il y a des cotisations, il y a des besoins, on des cotise, et puis on gère ça. Il faut des administrateurs, mais non pas des hommes politiques qui s'entre-déchirent pour prétendre qu'il y aurait un trou de la Sécu. Le trou de la Sécu, le premier trou de la Sécu, on a commencé à en parler en 1947, 6 mois après la création de la Sécu. Alors c'est bon, quoi. Et sur les élections, il y a des gens qui disent, bon, moi je suis contre les élections, mais en tout cas, je n'investis pas plus d'importance dans ce dispositif que ça. Mais bon, ça me prend 10 minutes et j'y vais, quoi. Est-ce que toi, même ça, tu penses que c'est déjà trop en tant qu'anarchiste, ou c'est vrai que ça me prendrait 20 minutes parce que je suis à 1 kilomètre de la mairie, à pied. Non, en fait, le problème n'est pas là, parce que, en définitive, que vaut ma parole contre la parole de milliardaires qui possèdent des télés et qui est capable d'influencer des millions de votes? Et moi, petit anarchiste dans mon coin, on viendrait me reprocher, si la gauche n'est pas élue, de ne pas avoir voté, au lieu d'aller reprocher aux milliardaires de vendre la soupe fasciste à toute la population. Non, moi, je veux bien voter comme les autres, mais avec les mêmes armes. Mais je ne veux pas voter pour élire des personnes, je veux voter pour organiser la société.
Ça, c'est Élisée Reclus qui disait ça. Il vaut mieux organiser la société que gouverner les hommes. Et pourtant, il m'a semblé voir des fois, j'ai un exemple en tête, mais que les anarchistes se présentent à des élections municipales. Est-ce que tu penses que les élections municipales, c'est un peu à part ou c'est pareil? En fait, c'est tout à fait discutable. Les anarchistes ne devraient pas se présenter à des élections parce que, puisqu'ils sont pour l'égalité économique et sociale entre tous les individus, eh bien, se présenter pour être élu, c'est devenir quelqu'un qui n'est pas l'égal des autres. Donc on peut déjà se poser la question. C'est vrai qu'il y a des expériences en France de communes où alors c'est un collège, le maire n'a pas autorité de maire. Mais attention, dès qu'on est maire, on devient le sous-fifre du préfet. Le préfet, lui, il n'est pas élu. Et lorsque les choses ne se passent pas bien dans une commune, c'est pas le maire qui a le dernier mot, c'est le préfet. Le préfet et ses flics. Alors ça, il faut le dire aussi aux gens. Voilà. Et je ne connais pas de situation où le fait que les quelques milliers d'anarchistes n'auraient pas voté aurait permis à ce qu'un fasciste soit élu à la place d'un progressiste. Alors on peut parler de l'Espagne de 1936 ou effectivement de 1934 où les anarcho-syndicalistes ont appelé aux élections, oui, pour faire libérer des dizaines de milliers de militants qui étaient en tôle. Et ça a marché. Alors le jour où 10 000 anarchistes pourraient être libérés grâce à mon bulletin de vote, je n'hésiterai pas une seconde à aller voter, mais ça ne s'est pas encore présenté. Là, je parlais d'un cas particulier, sur les élections municipales, qui sont des élections locales, typiquement dans un petit village où on pourrait imaginer presque subvertir les institutions telles qu'elles sont et utiliser quelques outils de l'anarchisme, comme par exemple l'Assemblée générale, finalement être une équipe municipale qui va, sans se proclamer anarchiste, essayer d'impliquer beaucoup plus la population et de faire en sorte que justement on trouve un fonctionnement, alors évidemment ça sera toujours un pis-aller, mais quand même assez proche, ou en tout cas qui se rapproche de l'anarchisme, quoi. Oui, pourquoi pas, moi je veux bien, mais alors ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, ici il y a une épicerie associative, il y a l'hôtel Panissal avec des notions d'autogestion, etc. Oui, ça c'est du concret, des gens le font. Le feraient-ils mieux s'ils étaient élus? Je ne suis pas persuadé. Je pensais plutôt à des décisions ou des dossiers qui relèvent de la compétence de la commune, des élus. Donc, de fait, insérés dans les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, que tu critiques, sans doute à juste titre. Alors, on n'est pas dans une situation... on n'est pas dans une situation où on peut être élu avec ce système d'élection. Et d'ailleurs, on ne veut pas y participer. Nous, on prend un autre mode d'organisation où effectivement, je pense que beaucoup d'anarchistes sont d'accord pour le communalisme, la décentralisation totale. Les décisions se prennent au niveau des communes. Et alors, à ce moment-là, il est intéressant de participer à cette prise de décision. Est-il nécessaire d'être élu pour ça? Non, être élu, c'est rentrer dans l'engrenage étatique, et un maire, encore une fois, devient le sous-fifre du préfet. Et ce qu'il fait mal, le préfet saura le lui rappeler. Et il est soumis à tout un tas de lois. Alors que tant qu'on n'est pas élu, on peut très bien, si la situation est favorable, développer au sein d'une communauté, d'une commune, développer des initiatives qui sont anti-autoritaires, qui sont anticapitalistes, qui sont du domaine de l'entraide, de la solidarité et de l'initiative des gens qui en ont besoin. Ça, c'est intéressant. Être élu pour ça, non. Au contraire, dès qu'on est élu, on ne peut plus le faire. Mais typiquement, le problème peut se poser quand on a besoin de mobiliser, par exemple, je vais prendre un exemple sur le logement, on va avoir besoin de mobiliser des capitaux, en tout cas de l'argent,
pour rénover des logements. Et donc là, si on peut effectivement imaginer que des citoyens décident de se mettre ensemble et de rénover les logements, etc., puis après de les mettre à disposition ou les louer à d'autres personnes, mais quand même, ça paraît compliqué, parce qu'aujourd'hui, en fait, le système tel qu'il est organisé fait qu'on collecte l'impôt, on récupère des capitaux ou de l'argent, et après on peut, par exemple, rénover les logements, quoi. Comment, du coup, Alors, on pourrait, au lieu de... Enfin, il y a des pertes et on collecte l'impôt, puis on ne sait pas ce qui revient. Par contre, peut-être que pour faire des choses comme ça, il faudrait peut-être plutôt collecter des bras et des artisans que du pognon. On peut très bien créer dans une petite commune de l'Aveyron une équipe qui va se préoccuper de l'état de logement de toutes les personnes. Et c'est quelque chose à laquelle je réfléchis sur la rénovation énergétique, de dire, bon, mais ok, il y a 70 logements à rénover, et bien déjà rénovons-en un cette année, un autre l'an prochain, dans 70 ans on aura fini. Mais on ferait mieux avec des montagnes de pognon. Quel pognon qui viendrait d'où, qu'on devrait rendre, sous quelle forme, avec quels intérêts, avec quel mécanisme capitaliste qui nous tomberait sur la gueule? Non, je ne trouve pas ça très intéressant. Ok. Dans ta conférence, comme souvent quand on discute avec des anarchistes, les expériences du Chiapas, du Rojava, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aussi est souvent citée comme des expériences très intéressantes. Et finalement, alors je vais peut-être mettre la ZAD un petit peu à part, mais le Chiapas et le Rojava, des expériences quand même qui sont assez abouties et qui durent dans le temps. Le Chiapas, c'est combien? C'est 15 ans, 20 ans? 30, tu vois. 31 ans. Donc ces expériences localement sont abouties, mais donc souvent l'argument qui est opposé à ces expériences-là, c'est comment on généralise ça. Et est-ce que c'est généralisable? Et surtout, la question après, c'est la question du global, du macro. Comment on coordonne tout ça, ou comment tout ça s'organise, parce que ça paraît difficile. Enfin, je pense que même le Chiapas ou le Rojava ne sont pas en autonomie totale. Bien sûr, mais oui, l'Espagne libertaire de 1936, elle ne se privait pas de livrer des oranges à la Suède. Ça, c'était pas un problème. Et après, la question de globaliser tout ça, tu voudrais dire le monde entier anarchiste? Oui, c'est un beau projet, mais peut-être dans un siècle ou deux. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas changer le monde, mais il faut travailler. L'Espagne anarchiste, elle fait suite à 70 ans de militantisme anarchiste ininterrompu. Alors, en imaginant qu'on part de zéro, et c'est loin d'être le cas, alors il faudra attendre 70 ans. Mais c'est loin d'être le cas parce que que faisaient les salariés français lors du Front populaire en 1936? Ils n'étaient pas en train de renverser la table. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en 1968? Ils n'étaient pas en train de renverser la table. Ce qui leur a manqué dans ces moments clés de notre histoire, d'abord, il y avait beaucoup de flics pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent. En 1968, il y avait beaucoup de délégués de la CGT qui expliquaient qu'il faut savoir mettre un terme à la grève, il faut savoir retourner au boulot. Hein. Oui, la fameuse dame de chez Vendeur, c'est ça. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, ce syndicalisme n'est plus forcément en mesure de maîtriser les masses comme ils aimaient le faire. D'ailleurs, il n'y a rien qui les fait plus chier que des black blocs dans les manifs. Eh bien oui, il va falloir renouer avec un petit peu de radicalité pour dire clairement, ça on veut bien, ça on veut pas, etc. etc. Oui, non, mais ça c'est pour renverser la table, mais finalement, alors pour dire le mot, comment, parce qu'on parle quand même de fédéralisme parfois, comment tout ça s'organise, c'est-à-dire qu'on peut avoir des communautés plus ou moins autonomes et tout ça est fédéré à un niveau plus global. Ouais. Parce qu'aussi se pose la question de telle que la société fonctionne aujourd'hui,
de la division du travail en fait, quoi. C'est-à-dire que le Chiapas ou le Rojava, ils doivent utiliser des scies par exemple. Et quand on réfléchit à ce qu'il faut pour fabriquer une scie, et en particulier pour fabriquer l'acier, là, ça met en... comment dire, ça implique un nombre de personnes et un nombre de moyens qui sont considérables, quoi. Et donc comment l'anarchisme réfléchit à ça? C'est marrant que tu prennes pour exemple l'acier, parce que je ne sais pas si c'est très dur à fabriquer. Tu sais, à l'époque de Mao, là, tous les villages avaient leur petit haut fourneau. Bon, ça a été un pur désastre, c'était une connerie sans nom, mais voilà, je trouve ça rigolo. Après, on pourrait imaginer que, par exemple, le passage dans un monde de fonctionnement anarchiste, alors, anarchiste, ok, c'est un mot qui est chouette. Moi, j'aime pas les caches-sexes. Moi, je suis anarchiste. Mais je pourrais dire, moi, je suis libertaire. Ou je pourrais dire, moi, je suis anti-autoritaire. Je pense que l'autorité n'est pas un moyen intéressant pour mener le monde. Voilà, on peut faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, si l'autoritarisme, il est là pour protéger les intérêts de tout un tas de gens qui vivent dans des conditions incroyables. Les riches, les milliardaires. Et donc, ils ont besoin de protection parce que beaucoup de gens sont pauvres et miséreux et aimeraient bien, effectivement, foutre tout ça en l'air. Mais on est dans une situation, qui est délicate. Et imaginons que ce soit la révolution demain, il va falloir continuer à s'occuper des centrales nucléaires. Mais ce n'est pas le ministre ou qui que ce soit qui s'occupe aujourd'hui des centrales nucléaires, ce sont des gens. Et en Espagne, en 1936, eh bien oui, c'était la révolution sociale, mais la production ne s'est pas arrêtée. Elle a repris sous contrôle ouvrier. On a eu les LIP en France. On bosse, on travaille, on vend le fruit de notre travail et on paie nos salaires. Ça paraît simple, non? On pourrait imaginer que toutes les entreprises de notre pays deviennent des coopératives. Donc il n'y a plus de capital et il n'y a plus de capitalistes. Il y a juste des gens qui travaillent, qui mettent en commun des moyens et qui assurent une certaine forme de société, de production et d'échange égalitaire. Autre manifestation de l'autorité ou de l'autoritarisme, c'est évidemment la question de la police. Et après, vient tout de suite l'objection souvent qui est faite, c'est oui, mais alors, parce qu'en général, je pense que tu es contre la police en tant qu'anarchiste, et du coup, comment on gère les déviances? Parce que dans une société, il arrive qu'il y ait des déviances. Il y a des gens qui vont commettre des illégalismes ou des choses qui vont dévier, voire qui peuvent être dangereux. Comment on gère ça? Bien sûr, il y a toujours des vandales, mais la police, elle a beaucoup de travail pour protéger la propriété des riches, pour éviter que les riches se fassent dépouiller par les pauvres. La police n'est pas là pour maintenir la justice, elle était là pour maintenir une société dans son état actuel. Voilà. Si on commence à créer l'égalité économique et sociale, à tendre vers l'égalité économique et sociale entre tous les individus, mais beaucoup moins de gens vont voler. Et puis si on arrête d'emmerder les gens, aujourd'hui, il paraît que la police de Marseille, elle est extrêmement occupée avec les dealers. Ben oui, mais il n'y a qu'à légaliser la bœuf, et puis il n'y a plus de problème de dealers. Et c'est pas Sarkozy qui va nous dire que la blanche, c'est pas bon. Hein? Moi, je rigole, j'en sais rien. Mais bon, voilà, il y a tout un tas de problèmes. Si on commence par limiter les sources de conflits, eh bien, il y aura beaucoup moins de conflits, la société sera beaucoup moins conflictuelle, et on sera obligé de dire aux flics, bon ben écoutez, vous voyez bien, là maintenant, il faut aller à l'usine comme tout le monde, aller travailler un peu, ou faire un peu de maraîchage. Mais quand même, il restera peut-être, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y aura sans doute beaucoup moins besoin de police, mais il y aurait quand même des déviances. Et comment on les gère à ce moment-là? Ça doit arriver dans des, je sais pas, au Rojava ou je sais pas, comment ils gèrent ça finalement? Ils gèrent ça d'une façon qui a lui été gérée dans les villages chez nous, à une époque où il n'y avait pas de gendarmerie. C'est pas si ancien que ça, enfin si quand même, la gendarmerie, ça date de Napoléon. Mais à une époque dans les villages, écoute, si tu emmerdes tout le monde et si tu veux rien foutre, tire-toi.
va où tu veux, mais dégage, on ne veut plus te voir. Ben voilà. Et les personnes qui se trouvent dans cette situation, eh bien, c'est pas mal parce que elles dégagent, si elles ne se sentent pas capables de retrouver une position honorable dans le village, ils se tirent et puis ailleurs, ils vont peut-être arriver ailleurs et puis se comporter différemment pour être mieux perçus, mieux reçus et s'intégrer. Fort de cette expérience-là, tu veux dire. Voilà. Ok. Alors derrière la police, il y a la justice aussi et finalement ce que j'appellerais la culture de la punition chez nous. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus parce que j'imagine aussi que tu es pour l'abolitionnisme pénal. En fait, moi je suis surtout... Attends, excuse-moi, je vais trouver où est-ce qu'on allume la lumière. C'est complètement dans le noir. Je ne vois pas. Moi, je suis surtout pour le fait que les gens s'investissent eux-mêmes dans la façon dont ils vont gérer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une déviance ou quelque chose qui n'est pas acceptable, mais qu'ils le fassent eux-mêmes à petite échelle. Et voilà. Après, moi, je n'ai pas de grandes idées sur par exemple, l'abolition de la peine de mort. Alors, 1980, abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, les flics tuent des gens dans des situations qu'on connaît très très bien, qu'on appelle le terrorisme. Et je ne veux pas protéger les terroristes, mais les mecs ils se font buter. Eh bien, on n'a pas aboli la peine de mort. Il y a des cas très précis où les flics ont carte blanche pour buter des personnes qui se sont effectivement avérées extrêmement dangereuses. Mais voilà. Donc la justice, elle est aussi à deux vitesses. On le sait, c'est très bien. Sarkozy est parti en prison 2 semaines. Voilà. 3, je crois. 3 semaines. Ah, le pauvre. Je crois qu'il avait eu une cagnotte pour lui acheter une télé. Il y a des gens qui ont fait des dons. Oui. Ouais, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de mai 68. Tu parlais de quel autre événement, j'ai oublié. 36, oui. Oui, le Front populaire. Et derrière tout ça, il y a quand même l'idée qui revient souvent de espèce de Graal qui serait la grève générale. Et je crois dans ta conférence, tu dis, en fait, c'est facile pour changer les choses. Il suffit de se croiser les bras, enfin que finalement les ouvriers se croisent les bras et tout ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement inatteignable, quoi. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ça? Pourquoi et comment changer les choses pour que effectivement une bonne fois, parce qu'effectivement, on a bien vu que quand ça commence à vraiment bloquer le pays, en 2 semaines, les dominants viennent discuter, quoi. Voilà. En fait, on a, nous autres, les prolos dans cette société organisée en classe, il y a les bourgeois, les prolos. Nous, les prolos et les anarchistes, ont mis en place ce qu'on a appelé le syndicalisme. Le syndicalisme... Au début, c'était même pas du syndicalisme révolutionnaire, le syndicalisme était de fait révolutionnaire. Abolition du salariat et socialisation de tous les moyens de production. C'est la CGT de 1895. En fait, on s'est fait piquer les outils d'émancipation qui s'appellent le syndicalisme. Aujourd'hui, dans ces outils d'émancipation, eh bien, on va retrouver une hiérarchie avec des secrétaires confédéraux qui vont déjeuner à 1000 balles avec le ministre du Travail, etc. On s'est fait piquer cet outil qui n'est plus opérationnel. Cet outil n'est pas opérationnel pour organiser la grève générale. Lorsque on était 24 000 à Rodez, population, je ne sais pas, 60 000, on était 24 000 dans une manif contre la réforme des retraites. Si on avait eu des secrétaires confédéraux qui écoutent le peuple au lieu d'écouter le ministre, eh bien, ils auraient appuyé ce désir de grève générale, on aurait mis à genoux le gouvernement et leur réforme des retraites, ils l'auraient remis dans leur culotte. Mais ça, on s'est fait piquer ces outils, il faut les récupérer. Mais justement, les secrétaires confédéraux dont tu parles, quand ils sont interrogés sur la grève générale, ils disent la grève générale, ça ne se décrète pas, c'est pas parce que moi, par exemple, Sophie Binet, je vais appeler à la grève générale que la grève générale elle va avoir lieu. Sous-entendu, nous on ne peut rien, si les gens veulent faire la grève, ils peuvent faire la grève, mais on n'y peut rien. Non. Alors,
Aujourd'hui, c'est facile de dire ça quand on est secrétaire confédéral de la CGT, parce que le mal est fait. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas un désir parmi les salariés d'en découdre. Parce que on les a épuisés de déception en déception. On ne croit plus. Vous discutez avec des gens, ils sont tout aussi prompts à cracher à la gueule d'un secrétaire de syndicat que d'un ministre du Travail. Parce qu'ils se sentent trahis de tous côtés. Et du coup, comment on retrouve finalement ces origines du syndicalisme et de la lutte, quoi. Parce qu'aussi la désindustrialisation fait que les gens sont de plus en plus éclatés. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que tout ça n'existe plus. Alors, est-ce que tu as des idées Oui, moi il faut comment le travail d'un militant pour l'émancipation des gens, pour l'égalité entre les gens, ce travail militant, eh bien, il faut pas qu'il cesse, il faut qu'il se poursuive. Aussi modeste soit-il, on appelle ça comment, entretenir la flamme. Et puis un jour, il y aura un volcan. Mais là, on ne le voit pas, le volcan. Mais il faut entretenir la flamme. Sans que ça couve quand même un petit peu, si on veut être positif. Oui, ça couve, mais sur des... il ne va pas en sortir des choses qui nous paraissent extrêmement intéressantes. Par exemple, les agriculteurs, là, ben oui, mais... coordination rurale remplace FNSEA, on y a gagné tant que ça. Enfin, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils y ont gagné, quoi. Voilà, faut... Là, il s'est quand même passé un événement un peu nouveau, c'est qu'il y a eu une espèce de mobilisation où dans les manifs, on a retrouvé à la fois la coordination rurale, à la fois la confédération paysanne, quoi, qui était... Mais le secrétaire confédéral de la coordination rurale ne s'est pas privé de dire à la radio, je crois que c'était à France Inter, que quand même, il n'avait rien à voir avec la confédération paysanne, et qu'ils n'étaient pas du tout sur les mêmes bases, quoi. Il s'est bien désolidarisé de la confédération paysanne. Maintenant, sur le terrain, c'est bien, ils ne se crachent pas la gueule, ils ont les mêmes problèmes, et donc ils font face ensemble, c'est bien. Justement, la question du fascisme est revenue souvent dans tes propos. Comment tu vois la situation actuelle, où on a un peu l'impression que la montée du fascisme, en tout cas des idées d'extrême droite, est un peu inéluctable en France, mais pas, on va dire, au niveau international. Comment tu vois tout ça? Est-ce que tu arrives à être optimiste quand même? Votre façon de poser la question. Personnellement, moi je pense qu'effectivement on n'est pas à l'abri d'une situation extrêmement tendue. Il y a déjà des fascistes en Italie, il y en a un peu partout. Et en 2027, que les quelques milliers d'anarchistes aient voté ou pas, ça n'empêchera pas Marine Le Pen d'être élue à la place de Mélenchon. Mais peut-être faut-il aller tout au fond de la piscine pour pouvoir avoir une impulsion et remonter à la surface. Et ben oui, on peut... Alors, dans le même temps, on voit au niveau national des choses qui se dessinent et qui ne font pas plaisir, et dans le même temps, on voit au niveau local, dans l'Aveyron, ici, où, en 1970, quand on était gamin, on était obligé d'aller à la messe, et c'était extrêmement traditionnaliste, et aujourd'hui, on voit se créer des lieux, c'est un peu le concept de l'archipel, où tout un tas de lieux où des gens s'installent et amènent d'autres formes d'organisation, d'autres idées, et combattent tous les systèmes de domination avec leurs moyens, ici et maintenant. S'ils sont minoritaires, oui, espérons que cette minorité fera tâche de lui, mais qu'un jour ils seront majoritaires. Quand tu parlais de toucher le fond de la piscine, c'est-à-dire en gros, pour avoir la résistance, il faut avoir l'éclair, quoi, si je caricature, ou si je fais un point de Godwin. Oui, mais on s'en passerait bien sûr qu'on s'en passerait bien. Et d'ailleurs, pour avoir la sécurité sociale, on n'avait pas besoin de mitraillettes. La sécurité sociale, c'était une idée qui était portée par des gens. Et le jour où le rapport de force est favorable, alors oui, parce qu'aujourd'hui,
on voudrait dire, mais oui, mais les gens ils vont voter Marine Le Pen, putain, alors c'est tous des cons. Non, ils se font enfumer par les milliardaires qui alimentent la télé et qui tiennent la télé. Mais si on disait aux gens, si on leur posait des questions extrêmement précises sur, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller vendre des vaches en Argentine et puis de racheter des vaches qui viennent de l'Argentine et puis tout un tas de conneries de ce genre, c'est le capitalisme mondialisé, les gens ils finiraient par dire non, c'est des conneries, on marche sur la tête. D'ailleurs, les paysans, ils n'arrêtaient pas de dire du biaïsme à Carrel, mais c'est une formule qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas une once de biaïsme dans les décisions qui sont prises au niveau international. Il y a juste le désir de développer cette espèce de capitalisme qui nous crève. Parce que le biaïsme, c'est le bon sens. C'est le bon sens, oui. Je me demandais ce que ça voulait dire, ça. Voilà, du biais. Vous avez dit les paysans, moi j'aurais dit les exploitants agricoles, parce que c'était plutôt un mouvement, ça, de la FNSEA et des JA. Absolument, c'était pas des paysans. D'ailleurs, j'ai noté qu'à la Salvetat, le panneau n'avait toujours pas été retourné. Il y a d'autres endroits où il a été retourné. Voilà. Ok, juste pour terminer, pour des gens qui voudraient un peu approfondir sur tout ce qui est anarchisme, est-ce que tu as des conseils de lecture, de films, je sais pas, déjà, il y a l'incroyable épopée anarchiste qui est retranscrite sous forme de vidéo par Tancred Ramonet. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces trois blocs de films. Et alors ça donne un panorama de toute l'histoire de l'anarchisme depuis, je dirais, les années 1880 jusqu'à aujourd'hui. C'est un siècle et demi de lutte sociale. Et puis c'est surtout le 19e siècle qui est le 19e siècle où l'anarchisme, le socialisme, c'est l'anarchisme. Il n'y a pas 50 trucs. Après, il y a des branches qui se créent, des divisions, des trucs, le communisme, la démocratie sociale, tout un tas de trucs comme ça. Mais au 19e siècle, les gens qui veulent changer les choses, ils sont anarchistes. Oui, c'est là où Élisée Reclus, Bakounine, voilà. tous ces gens-là sont... Voilà. Et donc, des conseils de lecture, non, mais peut-être commencer par lire des documents récents. Parce que quand on lit Qu'est-ce que la propriété de Bakounine, qui est écrit en 1840 par un philosophe, pas Bakounine, excusez-moi, par Proudhon, eh bien, c'est vachement chiant à lire. C'est vachement difficile. C'est du vieux français, puis c'est philosophique. C'est emmerdant. Si on lit des gens qui aujourd'hui, des militants anarchistes actuels qui éditent des bouquins, eh bien là c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus clair. Et tu n'en as pas en tête là comme ça? Non, je n'ai pas en tête, mais voilà, il faut regarder le catalogue de Publico, qui est le catalogue de la Fédération anarchiste. Il faut regarder aussi le catalogue de Quilombo. Et puis on tape littérature libertaire ou anarchiste, et puis il y a plein de choses. Voilà, moi, pour me répéter, le conseil, c'est lire des choses modernes. Et puis après, on peut lire des choses anciennes. Par exemple, on peut lire un bouquin de Proudhon, qui est un bouquin qui analyse les écrits de Proudhon. Ce sont des profs de fac actuels qui essayent de rendre tout ça un petit peu plus digeste. La conférence gesticulée, c'est un peu ça aussi. On va parler d'anarchisme, mais on ne va pas se prendre le chou sur des concepts extrêmement sophistiqués. Parce que c'est quelque chose, l'anarchisme, je le redis, c'est ce que je disais au début, c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Le marxisme est intellectuel. On va se poser la question, est-ce que les masses prolétaires sont prêtes pour la révolution? L'anarchisme ne se pose pas cette question, on apprend en marchant. J'ai enfin lu il n'y a pas si longtemps, alors non pas Le Capital, mais quelqu'un m'a conseillé un abrégé du Capital par un Italien dont j'ai oublié le nom. Et je trouve quand même que c'est super intéressant alors non pas sur la dictature du prolétariat, mais justement sur des préoccupations, à mon avis, qu'ont les anarchistes aussi, sur les rapports entre dominants-dominés, entre la propriété des moyens de production, comment les capitalistes captent la valeur produite par les ouvriers, tout ça. Moi, pour le coup, là, je ne serais pas d'accord avec toi sur jeter Marx avec les humains. Non, Marx, je n'ai pas lu Marx. Par contre, ce que je voudrais jeter, c'est l'autoritarisme et le concept de dictature du prolétariat.
L'anarchisme propose toute autre chose. On fait la révolution ou pas, mais d'ores et déjà, la fin ne justifie pas les moyens, et les moyens qu'on met en œuvre pour changer le monde doivent demeurer en accord avec le monde d'après tel qu'on le souhaite. Oui, ils sont presque aussi importants que la fin, finalement. Voilà. Le chemin est aussi important que le but, quoi. Ernest Mann disait, si le socialisme est un éternel devenir, alors ses moyens sont sa fin. Il ne parlait pas du socialisme de Lionel Jospin, de celui d'un siècle plus tôt. Oui, des vrais socialistes. Oui. Et comment tu dis le nom de cette personne? Ernest Mann, c'est un surnom, c'est un socialiste libertaire belge, un copain à Albert Camus. Okay, je ne connaissais pas. Et ça s'écrit Ernest. Ernest, H-A-N, un seul nom, Ernest Mann. Ok. Et dernière chose, dans la conférence, tu diffuses une chanson donc, que j'ai retrouvée avec les paroles Merci Internet, qui s'appelle Juillet 1936. C'est la version de Serge Royot, c'est ça que Serge Royot. Ouais. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson, parce que je la mettrai, je pense, à la fin de l'interview, parce que je l'ai trouvée magnifique, je ne la connaissais pas. Elle est magnifique. Je pleure toujours un peu quand je l'entends. Serge Royot, c'est un fils d'immigrés espagnols. Son père n'était pas anarchiste, mais il était républicain. Il a dû s'enfuir d'Espagne en 1936. Serge Royot a été et du côté des libertaires depuis tout le temps. Il chante pour les libertaires. C'est comment on appelle ça, un compagnon de route magnifique, un grand poète qui a interprété Léo Ferré, qui a écrit beaucoup de chansons antifascistes. Je vous conseille Sous la cendre aussi. Et juillet 1936. C'est ancien, ça fait un petit peu chanteur à texte des années 70. Moi, ça m'a fait penser à Léo Ferré. Au début, j'ai cru que c'était Léo Ferré, en fait. Absolument, ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. D'ailleurs, j'ai une version de La Jolie Rouge. C'est La Jolie Môme. Un groupe qui s'appelle la Jolie Môme, je crois bien. Hein. Une version beaucoup plus entraînante de ce qu'a fait Hugues Royot. C'est vrai que Hugues Royot, il a ce point commun avec Léo Ferré, c'est que des fois, Léo Ferré, j'adore ses textes, mais j'aime bien que ses chansons soient chantées par d'autres. Parce que par lui, des fois, c'est un peu plombant. Mais Serge Royot, merci Serge de m'avoir autorisé à passer ta chanson dans ma conférence gesticulée en me disant pour une fois qu'elle servira à quelque chose. Donc il est toujours vivant, quoi. Il a quel âge à peu près? 80. Ok, d'accord. Okay. Il habite où? Je sais pas, à Paris, je pense. Ok, d'accord. Voilà, moi j'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, quelque chose d'important. J'aurais un truc à ajouter, c'est vive l'anarchie. Merci Jean-Marc. Merci à toi. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau, et passe le vent libertaire.